Euh, Bienvenue à tout le monde aujourd'hui, au public qui a voulu bien donc participer à cette séance qui est consacrée à l'Antiquité pour la première partie de la matinée et aux perspectives internationales du programme pour la deuxième partie de la matinée. Donc je me permets de vous introduire Cécile Colonna qui est conservatrice et actuellement en charge d'un autre domaine sur l'Antiquité à l'Institut national d'histoire de l'art en tant que conseillère scientifique. Et c'est du coup aussi grâce à elle qu'on a pu mettre en place un programme vraiment extraordinaire, je trouve, pour la matinée. Donc je passe la parole à Cécile qui va introduire nos invités. Merci beaucoup, Laura. Je suis très heureuse d'être ici pour cette session qui, effectivement, touche peut-être une catégorie d'objets qu'on associe moins directement avec les collections Rothschild, puisqu'on sait que les collections antiques ne sont pas les plus nombreuses. Mais les actions de la famille Rothschild ont quand même été tout à fait essentielles et centrales. On sait que certains membres de la famille ont collectionné des antiquités à différents moments, et notamment à la fin du XIXe siècle et encore au XXe siècle, surtout à la Belle Époque. Une période dont on mesure aujourd'hui de plus en plus l'importance aussi dans la constitution du savoir sur l'Antiquité et des constitutions des musées. Donc je trouve que c'est bien aussi parce que ça s'intègre dans des recherches de plus en plus importantes sur cette période un peu charnière. On a souvent plus étudié pour l'Antiquité les périodes plus anciennes, mais c'est une période tout à fait intéressante. Et évidemment, le plus grand, celui qui a le plus collectionné les antiques, c'est Edmond de Rothschild. Qui était proche, qui a notamment travaillé sur le marché, qui a notamment été actif dans le marché de l'art parisien, qui a aussi voyagé, et qui était très proche de Salomon Reinach. Mais à cette époque, l'action, peut-être ce qui fait l'originalité, c'est que l'action la plus décisive des Rothschild n'est pas le don d'une collection qu'ils auraient directement constituée puis ensuite donnée au musée, mais c'est plus des actions plus directes, plus de mécénat, un mécénat archéologique, et c'est ce qu'on va voir avec la première intervention, et puis une aide directe au musée du Louvre pour acquérir un nouveau trésor sorti de terre. Mais évidemment, les collections d'œuvres ou le soutien archéologique n'est pas non plus le seul rapport à l'antique de la famille Rothschild, et c'est ce que nous verrons avec la troisième intervention qui s'incarne donc dans la réception de la sculpture antique et avec l'exemple de la construction du château de Ferrières en Brie. Alors voilà, donc sans plus tarder, puisqu'on a déjà pris un peu de retard et la matinée est chargée, je passe la parole aux deux intervenants de la première de la première communication, Ludovic Logier, qui est conservateur au département des antiquités grecques, étrusques et romaines au musée du Louvre, où il est responsable de la sculpture grecque, et Pierre Bonnor, qui est spécialiste de l'aménagement paysager et l'histoire des jardins, qui a été longtemps jardinier en chef au musée du Louvre et qui, depuis 2017, je crois, est responsable des parcs et jardins des résidences présidentielles. Et leur communication a montré que sur des sujets déjà bien connus, on trouve encore de nouvelles données. Merci Cécile. Bonjour à tous. Le titre de notre communication, c'est un chapiteau du temple oraculaire d'Apollon à Didyme, redécouvert à l'hôtel de Marigny. Donc entre Didyme et Marigny, il y a un monde, et pourtant, ces affaires se rejoignent. Donc nous ne vous parlerons pas de l'ampleur de la campagne de fouilles mécénée par les Rothschild à Milet et dans sa région, mais peut-être plus particulièrement de Didyme. Quelques mots quand même pour vous dire que, bien sûr, les protagonistes de cette affaire didyméenne sont bien connus. Edmond et Gustave de Rothschild, deux des fils du baron James de Rothschild, mais aussi Olivier Rayet, sachant que Edmond de Rothschild et Olivier Rayet sont pratiquement contemporains. Ils ont tous les deux fréquenté le lycée Condorcet et ont eu comme professeur Ernest Desjardins, qui les a peut-être mis précocement en rapport, nous ne le savons pas précisément. Toujours est-il que Ernest Desjardins devient le mentor d'Olivier Rayet à l'École normale supérieure. Rayet qui obtient brillamment l'agrégation d'histoire en terminant premier et intègre ainsi l'École française d'Athènes.
Sa première activité à Athènes est d'étudier la topographie de la cité, mais aussi de collectionner très précocement les tanagres ou les tanagréennes, autrement dit les tanagras. Il en vend un certain nombre à Edmond de Rothschild, et c'est probablement là un des premiers exemples de collaboration entre ces deux personnalités. Par la suite, Olivier Rayet, qui est non seulement un savant, un philologue, mais aussi un homme de terrain, fondamentalement un homme de terrain, se lance dans des prospections en Grèce de l'Est, en Asie mineure, d'abord à Kos, sur l'île de Kos, dont il publiera les inscriptions, puis dans le golfe latmique, et plus particulièrement dans la région de Milet. C'est ainsi que ce membre de la jeune école française d'Athènes, fondée seulement en 1846, demande des financements à la famille Rothschild, puisque l'école française d'Athènes, à cette époque-là, est pratiquement dépourvue de budget pour le faire. Malheureusement, les archives ne nous disent pas, les archives Rothschild, quel fut le montant de ce mécénat, probablement généreux. D'après les estimations d'Alain Pasquier, publiées dans les beaux volumes sur la collection Rothschild il y a quelques années, entre 100 et 200 000 euros si on compare avec une mission française postérieure qui s'est déroulée en 1895 et qui malheureusement a fait long feu, celle d'Ossoulier et Pontremoli. Alors, quand Olivier Rayet propose ce projet de mission archéologique à Milet et à Didyme aux frères Rothschild, il ne s'agit bien sûr pas d'une terra incognita. Sont déjà entrés au Louvre en 1838 de Marmoud II, le vase de Pergame et une partie du matériel archéologique du temple d'Athéna à Assos, après une longue négociation entre le gouvernement de Louis-Philippe et la Sublime Porte. Et en 1843, Charles Texier a fouillé le temple d'Artémis le coffrier-né à Magnésie du Méandre pour en rapporter un bon tiers de la frise continue. Si je vous montre ces exemples, c'est parce que pour les savants, au milieu du XIXe siècle, il y a à Paris des exemples d'architecture ionique, toutefois déroutants. Le vase de Pergame présente certes une frise continue, mais c'est pratiquement un apax, encore aujourd'hui. Quant au temple d'Athéna à Assos, il est constitué, ou plutôt décoré d'une frise dorique et d'une frise architrave ionique qui laisse alors pantois. Et il faut attendre les recherches fondamentales de l'école américaine et notamment la remarquable publication de Bonnet-Westcott en 2013 pour avoir une idée beaucoup plus synthétique et fondée de ce projet architectural. Enfin, la frise du temple d'Artémis le coffrier-né, quand elle arrive à Paris, est jugée bien décevante. Elle était destinée à l'école des Beaux-Arts qui n'en veut pas. Et elle aboutit au Louvre où pendant très longtemps on la regarde avec dédain. Si bien, pour en revenir à nos affaires, que quand Olivier Rayet propose son projet aux frères Rothschild, il s'agit notamment de fournir à la France un matériel d'étude concernant l'architecture ionique de première main qui soit représentatif. Or, Edmond de Rothschild comme Olivier Rayet sont tous les deux convaincus que la France doit développer ses connaissances de pointe dans le domaine de l'archéologie, et tous les deux sont patriotes. Je vous rappelle le contexte, nous sommes après le désastre de 1870, et il s'agit pour la France de s'imposer à nouveau face à l'Allemagne, aussi bien sur le continent, en Europe, que sur le terrain de compétition que constituent les fouilles. Olivier Rayet, quand il aborde Milet et Didyme, n'est pas le premier à le faire. La société britannique des dilettanti a envoyé Richard Chandler et William Parse en 1765 repérer le temple de Didyme, d'où ces très belles planches qui sont conservées aujourd'hui au British Museum, où vous pouvez repérer des chapiteaux qui nous occuperont par la suite. Il faut aussi signaler le passage de Nicolas Huyot en 1820, dont les dessins inédits sont conservés au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale, et une rapide prospection de Charles Texier en 1835. Le projet d'Olivier Rayet, bientôt rejoint par l'architecte Albert Thomas, qui a fréquenté l'Académie de France à Rome, est non seulement d'explorer la cité même de Milet, mais le grand sanctuaire oraculaire d'Apollon Didyméen qui se trouve au sud de la cité et qui, à partir de l'époque hellénistique, lui confère un grand prestige, ou encore la cité d'Héraclée du Latmos et, plus au nord, Priene, voire Magnésie. De Milet, j'évoque rapidement les découvertes les plus prestigieuses. Rayet dégage le mur de scène du théâtre tel qu'il a été reconstruit à l'époque impériale et en extrait 3 cariatides interprétées comme des muses archaïsantes réalisées à l'époque julio-claudienne et
réincorporé dans le troisième état du mur de Seine à l'époque adrianique. Le vestige le plus connu, le plus célèbre pour nous tous évidemment, c'est le torse de Millet, qui est un torse d'époque du style sévère, donc des années 480-470 avant Jésus-Christ, qui a été remployé dans le mur du théâtre. Mais venons-en à Didyme. Le temple oraculaire de Didyme, construit au VIe siècle avant Jésus-Christ, a été entièrement rebâti à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ sur un projet de deux architectes, Daphnis de Milet et Païnios d'Éphèse, qui est bien plus célèbre. Les phases de construction sont complexes à étudier. Je résume. Manifestement, le chantier commence au IIIe siècle avant Jésus-Christ, se poursuit par intermittence au IIe siècle avant notre ère, mais le bâtiment n'est complété qu'à l'époque julio-claudienne et à l'époque adrianique, ce qui explique les différents faciès des objets fouillés par Rayet et ensuite envoyés au Louvre. Il s'agit d'un temple monumental, haussé sur 7 degrés de crépice. C'est un temple diptère à double colonnade, typique d'Asie mineure. Les colonnes mesurent 19,50 m de hauteur. Elles sont au nombre de 120, c'est donc considérable. C'est un temple décastyle, 10 colonnes en façade, c'est assez exceptionnel. Son pronaos est dodécastyle, autrement dit une forêt de colonnes. Et quand on franchissait non pas la porte principale, qui était pratiquement infranchissable, mais les deux tunnels latéraux, on passait délibérément de l'ombre à la lumière d'un vaste adytone hypètre, autrement dit ouvert au jour, au fond duquel se trouvait un petit naïskos qui abritait la source sacrée auprès de laquelle on recueillait l'oracle. Le décor se concentrait donc sur les bases des colonnes ioniques, ici, les chapiteaux ioniques bien sûr, mais aussi toute une série de chapiteaux de pilastres, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'aditone lui-même, doté d'une frise ionique, en l'occurrence interrompue par les chapiteaux de pilastres, ce qui est un petit peu plus exceptionnel. Ici, vous voyez en coupe l'ordonnancement que je citais. Mais le bâtiment, tel que le découvrent Rayet et Thomas, ou plutôt tel qu'il l'aborde, n'a pas du tout l'aspect des photographies aériennes que je viens de vous montrer. Il y a là le village de Yironda. De longues négociations doivent être menées pour expatrier temporairement les villageois, mais aussi leur jardin potager. Rayet explique le détail de toutes ces tractations, si bien qu'on ne peut fouiller qu'une partie du temple. Le moulin que vous voyez ici n'a absolument pas pu être démoli. Ce sera le travail de l'équipe allemande à partir du début du XXe siècle. Vous voyez là l'état du réseau du village, qui vous dit encore une fois la difficulté des fouilles, et ici la manière dont on a dû creuser pour arriver aux deux colonnes dont les bases ont été ensuite extraites par l'équipe de Rayet. En somme, l'équipe d'Olivier Rayet collecte 6 chapiteaux de pilastres, et notamment ce grand chapiteau qui décorait l'extérieur de l'aditone à l'angle nord-ouest et qui est décoré d'une divinité ailée qu'on interprète soit comme une divinité liée à la fertilité, voire à Hécate, c'est moins probable. Toute une série de chapiteaux de pilastres qui décoraient l'intérieur de l'aditone aux angles nord-ouest et sud-ouest, ou encore le long du côté est de l'aditone. C'est ce type de chapiteau à décor d'acanthe. Et puis enfin des éléments de frise constitués de 2 blocs superposés. Je vous montre un bloc supérieur de cette frise qui courait tout autour de l'aditone, décorée de griffons, les griffons qui bien sûr défendent le trésor d'Apollon contre les Arimasques et qui flanquent la cithare du dieu musicien. Et puis Rayet a aussi, et c'était un tour de force sur le plan technique, prélevé ces 2 bases de colonnes monumentales, décorées de rinceaux d'acanthe typiques de l'école d'Aphrodisias pour le 3e chapiteau qui se trouve ici en façade, et là, des décors de monstres marins et de bouquets d'acanthe pour la 4e colonne de la façade. Donc voilà le matériel dont Olivier Rayet se rend maître, qui est envoyé à Paris à grand-peine et publié. C'est une des préoccupations majeures d'Olivier Rayet comme des frères Rothschild, publié de façon systématique dans 3 publications fondamentales, dans la revue archéologique d'abord, puis dans une monographie entre 1877 et 1885, monographie augmentée d'un volume de planches très précieux, où vous voyez non seulement les dessins de Thomas, mais aussi des planches sur lesquelles sont relevés très précisément
les marbres qui nous occupent. Ces fouilles qui ont donc eu lieu entre 1872 et 1873, lors d'une campagne menée tambour battant, sont offerts au Louvre à la fin de l'année 1873, et c'est la lettre que vous avez à l'écran, adressée à Félix Ravesson. Monsieur le conservateur, dans l'intention de rechercher des objets dignes de nos galeries du Louvre, nous avons fait exécuter, sous la direction de monsieur Olivier Rayet, membre de l'école française d'Athènes, des fouilles en Asie mineure dans la ville antique de Milet. Les antiquités trouvées dans ces fouilles et que nous avons fait venir en France ont été disposées d'après votre avis, au département des Antiques, où elles ont été soumises à votre appréciation. Nous sommes charmés de les offrir à notre musée du Louvre, très heureux s'il a pu nous être permis d'enrichir nos collections nationales et de concourir au progrès de la science archéologique. Agréé, monsieur, etc. Et là, vous voyez bien les deux soucis dont je parlais tout à l'heure, la volonté de faire progresser la science archéologique, mais aussi d'enrichir les collections nationales dans le contexte de l'après-guerre de 1870. Or, il se trouve qu'en 2015, et je terminerai ainsi, nous préparions au département un projet d'exposition sur Milet, Didyme et les colonies de Milet en mer Noire, sachant qu'il fallait passer par l'oracle de Didyme pour les fonder outre-mer. Et alors que je faisais le répertoire de nos marbres Rothschild, ou Rayet-Rothschild, comme on voudra, en regardant les photos de la salle d'Asie mineure qui avait été montée au Louvre en 1877 dans l'aile nord de la cour carrée, à côté des salles d'Antiquité orientale, et ça paraissait logique à l'époque, je remarquais ce chapiteau que je ne connaissais pas, et il suffisait de regarder une vue de détail dans l'un de nos albums pour se rendre compte qu'il était en plâtre. Il fallait aussi déchiffrer un cartel un peu flou pour comprendre qu'il était resté dans la famille Rothschild. Et effectivement, il n'est pas présenté dans la cour du Sphinx, telle qu'elle a été réaménagée pour présenter les collections de sculpture architecturale d'Asie mineure dès 1934. En revanche, il apparaît dans le livre d'entrée MNB, sous le numéro MNB 1668, je parle du moulage bien sûr, à la date du 28 octobre 1874, il y a une coquille à l'écran, chapiteau en plâtre du temple d'Apollon didyméen, demeuré dans la résidence du baron de Rothschild. Donc l'original se trouvait chez les Rothschild. Cette information est confirmée dans le catalogue des antiques, autrement dit le guide, publié par Héron de Villefosse en 1896, qui parmi les marbres de Didyme et de Milet cite le moulage d'un chapiteau qui n'est pas dans nos collections, en précisant que l'original se trouve chez le baron Gustave de Rothschild. Je me suis tout simplement arrêté là parce que ce projet d'exposition n'a pas été retenu dans notre programmation. Nous avons d'autres projets et j'avais en tête cette idée qu'il fallait bien sûr enquêter dans le patrimoine des Rothschild et notamment dans les résidences de Gustave de Rothschild. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu un coup de téléphone de notre cher collègue Pierre Bonnor, qui n'était pas du tout en colère. Je passe la parole. Au contraire, j'étais ravi. Et donc, quelques mots sur l'hôtel de Gustave de Rothschild, puisque nous y sommes. Donc, vous voyez sa grande façade sur jardin, exposée plein sud. Il a été bâti sur des terrains qui, jusqu'au XVIIe siècle, étaient marécageux, ont été drainés pour des terres maraîchères, puis horticoles. Et à cet emplacement se trouvait, comme à l'emplacement du palais de l'Élysée actuel, en particulier la pépinière des Lenôtre, père et fils, André Lenôtre. Au XVIIIe siècle, le terrain est loti, comme vous le savez, avec l'édification du premier hôtel d'Évreux, donc le cœur, le noyau central du palais de l'Élysée actuel. Et Henri de la Tour d'Auvergne, le comte d'Évreux qui fait bâtir cet hôtel d'Évreux, demande à ce que la campagne autour reste de la campagne et que ça ne soit pas bâti. Ses successeurs héritiers vont lâcher prise et un premier hôtel particulier bâti en 1753 par l'architecte François Dulin à l'emplacement de l'hôtel Rothschild Marigny actuel, qui ne prendra un nom de Marigny qu'au moment de son acquisition par l'État. Le boulevard de Marigny, actuel avenue de Marigny, est percé en 1765 en l'honneur du directeur des bâtiments du roi, frère de la Pompadour. Le terrain de l'emplacement de l'hôtel Rothschild
et modifié. Différentes maisons ou hôtels particuliers y sont bâtis, saisis, séquestrés à la Révolution, mis en vente, morcelés. Et en 1845, 2 nouvelles propriétés sont bâties pour un auditeur au Conseil d'État, Eugène Leroux, au 21 avenue de Marigny et au 14 rue du Cirque qui est percé en 1849. On arrive en 1869, la fille de cet auditeur au Conseil d'État, la duchesse de Beauffremont, vend ses 2 maisons à Gustave de Rothschild, 3e enfant du fondateur de la branche française. Gustave de Rothschild réunit ces 2 maisons en 1872 et fait bâtir à leur place un nouvel hôtel particulier, celui-ci, plus grand, en 1873 par Alfred Philibert Aldroff, dans un style néo-Louis XV. Et il y incorpore des éléments architecturaux du XVIIIe siècle provenant, entre autres, de l'hôtel de Choiseul. Notez la parfaite synchronie des dates par rapport à la mission archéologique en Asie mineure. L'hôtel Gustave de Rothschild est bâti en 1872-73, exactement aux mêmes dates que la mission archéologique. Le décor est relativement sobre à l'extérieur, pierre, ardoise, quelques sculptures, mais beaucoup plus opulent à l'intérieur, marbre, stuc, boiserie, dorure. Le corps principal est bâti entre cour et jardin, ce qui est classique pour un hôtel particulier parisien, mais ce corps principal est perpendiculaire à la vue Marigny et la rue du Cirque pour s'établir sur toute la largeur de la parcelle. C'est ce que vous voyez à l'écran. La façade sur jardin est tripartite avec un avant-corps central d'une travée et 2 gros pavillons de 3 travées aux angles. Une terrasse en pied de façade met en surplomb cet hôtel par rapport au jardin, et cette terrasse est décorée de sculptures qui sont commandées alors aux sculpteurs Fontaine et Henri Dasson, qui sont des copies ou des bronzes inspirés des décors des terrasses du château de Versailles, en particulier du parterre d'eau. Dès 1879, le jardin est agrandi par acquisition et démolition d'un hôtel au 13 avenue de Marigny. D'autres modifications sont entreprises par la suite, mais sont extrêmement mal connues. Le jardin est rénové une première fois pour le fils de Gustave de Rothschild, Robert de Rothschild, en 1928 par l'architecte Jean-Charles Moureux. Ah oui, donc ça c'était les sculptures qui ornent le pied de façade, le parcellaire au moment de l'édification de l'hôtel d'Évreux, et voilà donc les aménagements réalisés pour Robert de Rothschild par Jean-Charles Moureux, avec l'édification d'une construction en bordure de la rue du Cirque, à usage de salles de gymnastique, piscine et garde-meubles, dans un pur style art déco, matiné, néoclassicisme, extrêmement sobre, presque sévère en termes d'élévation, mais égayé par une façade habillée de miroirs sur les 2 côtés d'un édicule central, et au sein de cet édicule, dans une niche plate en plein cintre, une fresque représentant des chevaux et peinte par Giorgio de Chirico. Elle a hélas disparu depuis. En 1971, l'État fait l'acquisition de l'hôtel Gustave de Rothschild, auprès donc des héritiers, pour 20 millions de francs de l'époque. Et la parcelle est alors lotie à cette occasion. L'extrémité sud du jardin est séparée du reste de la propriété par une grille. Et cette parcelle sud reste propriété de la famille qui a fait bâtir une maison plus petite, mais toujours en style Louis XV. On remarque une remarquable continuité de goût. Le jardin est rénové une première fois par les architectes des bâtiments civils et palais nationaux, Nico et Belmont, en 1973-74. Là, vous voyez la façade sur jardin et l'état du jardin au moment de l'acquisition par l'État. Donc, c'est une des aquarelles de Serebriakov. La construction de Moureux est conservée, mais altérée, des triages. Et dans tous les documents que j'ai pu consulter et qui datent d'après l'acquisition par l'État de l'hôtel Gustave de Rothschild, 1871, décembre 1871, aucun plan, aucune vue ne mentionne de lapidaire dans le jardin, en dehors donc des sculptures en bronze de la terrasse. L'hôtel est classé monument historique dans sa totalité en 1992, donc y compris le jardin. Enfin, en 1994, est fait mention sur un plan topographique, un relevé de géomètre, d'une stèle. Alors ça, c'est donc le projet de rénovation. Voilà, la stèle que vous voyez ici, donc le plan général à gauche et le détail à droite avec la mention de stèle, qui est donc le premier document qui nous indique l'emplacement de cette stèle dans le jardin en 1994. Donc la stèle se trouve à ce moment-là à la jonction des 2 parties du jardin. Il y a une partie large qui fait toute la largeur de la parcelle au pied de la façade, une partie étroite au sud, et la stèle se trouve entre les deux. En 1996,
Le jardin, dans toute cette première partie au pied de la façade, est décaissé sur plus de 20 mètres de profondeur pour y aménager le parking de la présidence de la République. Donc il y a des sondages archéologiques qui sont entrepris à cette époque et l'ensemble des sculptures est mis à l'abri pendant ces travaux dans le fond du parc. Alors vous avez ici justement la première photographie qui date juste avant la dépose de ce décor sculpté, où on voit à gauche de l'écran donc la stèle qui n'en est pas une, vous l'aurez reconnu, c'est un chapiteau antique provenant de Didyme, et puis donc les sculptures en pied de façade sur la terrasse. Donc au moment des travaux, l'ensemble de ce décor sculpté est mis à l'abri au fond du parc pendant le décaissement du terrain. Et à nouveau, dans tous les projets de l'architecte en chef des monuments historiques, désormais Gabor Mester de Parage, qui est chargé de la remise en état du jardin à l'issue de ces travaux de construction, d'aménagement d'un parking souterrain, ni dans les projets, ni dans les plans d'exécution, ne sont mentionnés à nouveau ce chapiteau. On trouve enfin une trace d'archives à la médiathèque du patrimoine à Charenton, dans les comptes rendus de réunion de chantier de ces travaux. À la date du 24 mars 1997, le point 9 est inscrit comme suit. Une pierre sculptée située au fond du jardin. La pierre sculptée entreposée au fond du jardin devra être déplacée et déposée sur un socle derrière la haie qui entoure la rotonde dans l'axe de la tonnelle, à environ 1,50 m de la haie. C'est la seule mention que j'ai trouvée dans les archives à ce sujet. Alors, la rotonde et la tonnelle en question n'ont d'ailleurs jamais, qui devaient être en treillage, n'ont jamais d'ailleurs été édifiées. Et le socle non plus, vous verrez que le chapiteau repose directement sur le sol. Il faut savoir qu'à cette époque, donc, le chapiteau n'est toujours pas identifié comme un chapiteau, et même sa matière n'est pas identifiée puisqu'on parle encore d'une pierre, alors qu'il est en marbre. Les bronzes de la terrasse sont alors restaurés par la fonderie de Coubertin avant d'être remis à leur emplacement d'origine. L'hôtel de Marigny, j'oublie de le mentionner, a été acquis par l'État pour servir de résidence officielle des invités de la France, puisqu'avant les résidences étaient soit l'aile de Trianon-sous-Bois au Grand Trianon, soit le château de Champs-sur-Marne. C'était pas pratique puisque c'était loin de Paris, et donc l'idée était d'avoir une demeure à proximité immédiate de l'Élysée pour accueillir les hôtes de la France. En 2007, la dernière réception d'un chef d'État étranger se déroule à l'hôtel Marigny. C'était, comme vous vous en souvenez sans doute, Mouammar Kadhafi qui fait construire sa tente dans le jardin. Le jardin est à nouveau remis en état à l'issue. Et en 2017, l'hôtel Marigny abrite désormais la coordination nationale de renseignement et de lutte contre le terrorisme. C'est alors que je prends mes fonctions, ça n'a rien à voir avec le contre-terrorisme, à la présidence de la République, et je fais le tour des jardins et je me renseigne sur évidemment toutes les sculptures qui s'y trouvent. Mon adjoint, en me montrant cette pierre, me dit que ça pourrait être, c'est son hypothèse personnelle, un chapiteau du Palais des Tuileries. Pour avoir été en charge du jardin des Tuileries pendant 10 ans et bien connaître les publications de Guillaume Fontenelle, je vois tout de suite que ça peut pas être le cas. Et ça me dit quelque chose, ça me rappelle un vague souvenir du Louvre, que je fréquente toujours très régulièrement. Et mes collègues, alors c'est la petite histoire, hein, désolé, mais mes collègues à mon départ du Louvre m'avaient offert les 3 volumes publiés sur les collections Rothschild. Donc j'avais sous le coude à la maison tout ce qu'il fallait pour identifier le chapiteau. Et voilà, donc dans le fond du parc, ce que j'ai découvert, ce chapiteau avec un vase en porcelaine de Sèvres dessus, de 1920, rien à voir, mais dans un bel ensemble de lapidaires type de ruines. Alors dans un premier temps, j'ai pas tout de suite pensé à un antique. J'imaginais plutôt un marbre de la Renaissance, comme on voit à l'hôtel Jacques Marandré, c'est-à-dire du lapidaire, de grands collectionneurs 19e qui ramènent des souvenirs d'Italie. Et comme vous allez voir, le chapiteau est vidé à l'arrière, on pouvait même penser à une margelle de puits, enfin une demi-margelle. Et c'est en me promenant dans la cour du Sphinx que je suis tombé devant les autres chapiteaux ramenés de la mission Raillet. Je crois que c'est l'image suivante. Non, alors voilà, vous avez les détails du chapiteau. Voilà, les 2 demi-chapiteaux qui m'ont fait dire qu'évidemment, il s'agissait de la même provenance. Et c'est à ce moment-là donc, que j'ai contacté Ludovic pour lui soumettre cette hypothèse, qu'il a eu la gentillesse de confirmer en m'envoyant la photo en noir et blanc du moulage en plâtre disparu des salles. Alors notre souci désormais est de mettre à l'abri ce chapiteau, puisque comme vous voyez, il est en plein air, donc les conditions de conservation
idéales ne sont pas remplis, loin s'en faut. Il est un peu tapissé d'algues, de lichens, de mousse. J'ai arraché le lierre. Les photos que je vous ai montrées, c'est déjà un état un peu amélioré en 2007, puisqu'il y avait la tôle ondulée dessus, et ça servait d'abri pour les pièces accessoires d'arrosage automatique. Et comme vous avez vu aussi, on a déjà mis en réserve le vase en porcelaine de Sèvres, qui est donc maintenant au musée de la céramique à Sèvres. C'était plus facile à abriter, plus rapide. Donc c'est une découverte heureuse qui était un peu prévisible, parce que à partir du moment où on cherchait l'original du moulage, on pouvait espérer le retrouver, mais grâce à Pierre Bonnord, les choses se sont faites promptement. Enfin, c'est quand même pas tout à fait évident, parce que j'ai retrouvé dans nos archives, dans notre correspondance, une lettre du professeur Ford Merklin qui s'adressait à Jean Charbonneau en 1958, demandant où se trouvait un chapiteau resté chez les Rothschild. Réponse du Louvre, nous ne savons pas. Du chemin depuis 1958, mais je voudrais surtout souligner l'intérêt fondamental pour les collections nationales de ce chapiteau, puisque au Louvre, nous conservons principalement des chapiteaux en sofa décorés de double crosse encadrant un champ trapézoïdal orné d'un culot d'acanthe à palmettes flambées, d'où s'épanouissent de vastes rinceaux d'acanthe qui tapissent littéralement la façade du chapiteau. Le chapiteau de l'hôtel de Marigny-Rothschild, lui, présente deux griffons affrontés autour d'un culot d'acanthe et d'une palmette qui mord sur la baque, au même titre que 3 exemplaires qui sont conservés in situ à Didyme. Autrement dit, nous ne conservons pas au Louvre cette typologie de chapiteau qui se trouve complémentaire. Par ailleurs, comme vous l'avez vu, l'état de conservation de l'objet n'est pas insatisfaisant, mais il faudrait faire en sorte de le maintenir dans un état convenable, si bien que nous réfléchissons aux suites à donner à cette belle découverte pour mettre à l'abri ce chapiteau. Merci pour votre attention. Merci. Alors, pardon, comme ça nous paraît évident, on ne vous donne pas les dimensions, mais c'est un temple monumental, donc ce chapiteau fait la bagatelle de 2,10 mètres de longueur. Donc ça n'est pas une bagatelle. Merci beaucoup pour cette passionnante communication et cette belle découverte dans les jardins de l'hôtel de Marigny.